Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Mesurer la graisse corporelle. Oui, on peut parler de la graisse corporelle, mais comment on fait pour la mesurer? Et je vous le dis souvent, lorsque j'indique sur les réseaux sociaux que je vais aborder le sujet de la graisse corporelle, on me parle presque exclusivement de la perte de poids, de la perte de gras. En général, c'est rare qu'on veut perdre de l'eau ou du muscle, donc on souhaite perdre du gras. Mais comment on mesure le gras? Comment on peut vraiment mesurer qu'on a perdu du gras ou on n'a pas perdu, par exemple, du muscle? C'est une question qui est fondamentale et c'est ce qu'on aborde dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. On aime se mesurer. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Moi, j'aborde peut-être cette question-là de façon très naïve, mais pourquoi on aime se mesurer dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur? Pourtant, c'est le même ruban mesuré jusqu'à un certain point et on a une réticence et on refuse de le faire et on n'est pas à l'aise souvent quand on se mesure dans le sens de la largeur. Pourtant, depuis qu'on est tout petit, ou en tout cas durant l'enfance, on se mesurait, on était fiers d'avoir grandi. Or, la mesure dans l'autre sens, même si c'est une mesure qui est très semblable, on est un peu mal à l'aise de le faire. Alors, comment mesurer la graisse corporelle? Comment vous mesurez votre graisse corporelle? La mesurez-vous? Est-ce que ça vous intéresse ou c'est plutôt le contraire? Vous préférez ne pas le savoir? Comment vous la mesurez et on va parler de différentes façons de mesurer la graisse corporelle. Bien, évidemment, l'outil, je pense, qui est le plus universel, c'est le pèse-personne. Alors, je ne vous présenterai pas le pèse-personne, tout le monde le connaît. C'est par contre un outil qui est vraiment pas intéressant pour mesurer la graisse corporelle, pour voir si on en a pris, si on en a perdu, si je me transpose dans un contexte hospitalier, par exemple, où on souhaite qu'un patient prenne du poids parce qu'il est trop maigre, parce qu'il n'a pas suffisamment de muscles, par exemple, bien, on va probablement le peser, mais ça ne sera pas la seule mesure qu'on fera parce que c'est totalement imprécis. Le pèse-personne ne vous dit pas quelle quantité sur votre poids total, quelle quantité représente l'eau, le gras, les muscles, les os, etc. Et c'est important de le faire, sinon on ne mesure rien, on ne sait pas trop ce qu'on mesure. Une autre façon de le faire, c'est de prendre le pèse-personne, mais aussi de prendre un gallon à mesurer où il y a différents outils, notamment dans les hôpitaux, dans le bureau de notre médecin, pour mesurer aussi notre taille. Et là, on va mesurer l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est une façon de mesurer un certain ratio et d'en déduire la quantité de gras ou de déduire si notre IMC est normal ou pas. Et on utilise l'IMC depuis un bon bout de temps. Je vais vous montrer un tableau qui est dans mon livre « Plus jamais malade ». Et évidemment, d'un pays à l'autre, ça peut changer, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, c'est la classification du risque pour la santé en fonction de l'indice de masse corporelle. Et là, vous voyez les chiffres, là, je ne vais pas vous énumérer tout ça, vous lire tout ça, vous les voyez. On a différentes classes d'obésité. Alors, on utilise ça depuis longtemps et on ne devrait plus utiliser ça de façon individuelle. Si on fait une étude populationnelle, peut-être que ça a une certaine valeur sur 10, 20, 30 000, 100 000 personnes. Mais si on a une personne si moi j'ai une personne dans mon bureau et je calcule l'indice de masse corporelle, ça ne me donne pas le pourcentage de matière grasse, ça ne me donne pas sa composition corporelle. Et on sait maintenant qu'il y a des grandes variabilités selon les hommes, les femmes, selon l'âge, les plus jeunes adultes, les plus vieux adultes, tout ça peut fluctuer. Donc, l'interprétation de l'IMC sera différente. Et il y a vraiment, selon l'origine ethnique aussi, il y a plusieurs interprétations et il y a des erreurs énormes parfois si on prend
cette norme, entre guillemets, qui est devant vous, et on applique cette norme-là à tout le monde. Individuellement, on fait des erreurs. Collectivement, si on fait des grandes études épidémiologiques, oui, ça peut avoir une valeur, mais évidemment, ce n'est pas le sujet de ma présentation, de notre discussion d'aujourd'hui. Pour calculer votre IMC, je vous montre le calcul. Je vous donne 2 exemples. Hein, c'est vraiment très simple. Vous prenez votre poids en kilogrammes que vous allez diviser par le carré de votre taille. Alors, je vous laisse faire la conversion si vous voulez, la conversion en comparaison à ce que vous voyez devant vous, et vous pouvez calculer votre IMC. Je ne dis pas que c'est inutile de calculer l'IMC. Ce que je dis, et ce que la plupart des chercheurs maintenant affirment, c'est que d'utiliser l'IMC seul pour essayer de voir la quantité de gras qu'on a, par exemple, c'est inefficace. Pour vérifier aussi le lien avec les risques de maladie, si on prend l'IMC seul, c'est pas toujours précis non plus, ça peut nous induire en erreur. Alors, c'est une façon de le calculer, mais il y a des problèmes avec l'IMC. Et vous voyez, si on regarde, il y a plein d'études là, qui montrent des courbes comme celle que je vous montre, mais le risque pour les problèmes de santé, par exemple, ou le risque lié à la mort prématurée, ça ressemble à des courbes comme vous voyez en ce moment. Les gens qui sont qui ont un indice de masse corporelle très bas, alors si je vous grossis un petit peu le tableau, donc en bas de 18,5, je vous ai déjà parlé de ma mère. Alors ma mère, elle était nettement en bas de 18,5. Alors elle était beaucoup plus à risque d'avoir des problèmes de santé ou de mort prématurée. Et c'est un peu le même principe si vous êtes dans l'IMC qui est très élevé, au-dessus de 35-40. Et vous voyez qu'au centre de la courbe, il n'y a pas une grosse différence. Alors même si vous êtes un peu en surpoids selon l'IMC, on ne peut pas tirer des conclusions si efficaces que ça, mais je sais qu'on prend beaucoup l'IMC, même dans les bureaux individuels. Là, on l'utilise de façon pour une personne et on tire parfois des conclusions peut-être qui peuvent être parfois erronées. Donc, le problème avec ces données sur l'IMC, quel est le problème? C'est qu'on ne peut pas, comme je vous le disais, utiliser l'IMC pour prédire ou pour avoir une appréciation de l'état de santé de la personne en ne prenant pas d'autres mesures. Et une mesure qui est vraiment très simple à faire, c'est le tour de taille où l'IMC, comme je l'écris, devait être utilisé conjointement avec d'autres outils valides. Il y en a d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres, mais l'outil le plus simple, c'est la mesure du tour de taille. Avez-vous déjà pris votre tour de taille? Et là, l'idée, c'est pas de se juger, c'est pas de se sentir trop gros ou trop mince et de porter un regard critique, souvent alimenté par les pressions sociales. L'idée, c'est de prendre une mesure. Comme je vous le disais, on n'est pas mal à l'aise en général de prendre notre taille, mais notre largeur, on n'est pas très bien avec ça. Si on pouvait un peu soulager ce mal-être-là à prendre notre tour de taille, je pense qu'on serait même en meilleure santé. On compte notre nombre de pas par jour et on ne se sent pas mal d'avoir marché 3000 ou 3500 ou 8000 pas par jour. Je pense que ça devrait être la même chose avec le tour de taille. Et c'est en ajoutant le tour de taille, la mesure du tour de taille à l'IMC, qu'on va pouvoir avoir une meilleure idée de l'état de santé de la personne ou de l'amélioration de l'état de santé de la personne. Et à ce moment-là, lorsqu'on prend au moins ces 2 données-là de façon individuelle pour une personne, dans mon bureau, je vais mesurer les 2, je vais calculer les 2, et là, ça donne quand même une meilleure idée. Alors, comment mesurer le tour de taille? Je vais vous donner des indications simples. On pourrait ajouter beaucoup plus de détails. Je vais vous le donner simplement pour que vous puissiez le faire. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations. J'y reviendrai aussi plus tard, mais vous allez voir, là, ça va être quand même ça va être clair ce que je vais vous montrer. Premièrement, vous localisez les crêtes iliaques et alignez le bord inférieur du ruban avec ses repères osseux à gauche et à droite. Il faut aussi s'assurer que le ruban est à l'horizontale. Ça, c'est important de s'assurer que le ruban soit à l'horizontale et qu'il passe relativement près du nombril. C'est important de le prendre exactement comme ça parce que les données scientifiques ont été calculées avec des méthodes comme ça. Et c'est surtout important que vous preniez votre mesure à vous, toujours de la même façon, pour pouvoir comparer les bonnes choses. Et encore une fois, l'idée ici, c'est pas de se juger ou de porter un regard critique sur notre tour de taille, c'est de le prendre comme une mesure objective, comme notre taille. Alors, les crêtes iliaques, je ne vous ai pas dit où c'était, vous les voyez en ce moment
et sur vous. Si vous voulez le faire en ce moment avec moi, ma caméra, mon angle est pas assez grand pour que vous le voyez, mais vous placez vos mains sur votre taille et vous descendez vos mains en faisant une petite pression et vous allez sentir les os qui sont là, les os du bassin. La partie supérieure, la plus haute des os du bassin, c'est la crête iliaque. Donc, vous pouvez appuyer assez fermement avec vos mains pour bien la sentir. Lorsque vous placez le ruban, bien, évidemment, vous ne serrez pas trop fort avec le ruban, mais vous allez avoir l'endroit où placer le ruban. Alors ça, c'est les crêtes iliaques. Si maintenant, je vous le montre sur une illustration, alors vous voyez le bassin que je vous ai montré de face, vous le voyez maintenant de profil à gauche, et vous voyez où placer le ruban à l'horizontale. Et je n'ai pas mentionné sans les vêtements, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais je le mentionne parce que parfois, les patients n'enlèvent pas leurs vêtements. Donc, il faut vraiment mesurer directement sur la peau. Vous voyez le ciliaque, la partie supérieure de l'iliaque, le ruban à mesurer, et vous alignez tout ça avec le centre de l'aisselle. Ça vous donne un point de repère assez précis. Et là, vous passez le ruban et vous prenez la mesure. Jusque-là, c'est assez simple. On pourrait ajouter aussi des détails sur la respiration. Vous pourriez expirer et prendre la mesure à la fin de l'expiration. Vous ne faites surtout pas l'inverse d'inspirer. Et évidemment, ça va augmenter le volume de l'abdomen et ça va fausser la donnée. En même temps, vous n'expirez pas à vider votre air au complet. Là, vous faites une fin d'expiration normale. Alors, c'est la façon de mesurer le tour de taille et, comme je le disais, à la fin d'une expiration normale, vous tendez le ruban en exerçant une pression minimale sur la peau et ne pas rentrer volontairement le ventre. Parfois, on le fait sans s'en rendre compte. Alors, vous voyez, c'est assez simple à mesurer et je pense qu'on devrait tous le faire au moins une fois pour prendre cette habitude-là au nombre de fois que vous vous êtes probablement pesé dans votre vie. C'est probablement des dizaines et des dizaines, certaines personnes des centaines et des milliers de fois. Or, on n'a parfois jamais pris le tour de taille. Ça nous gêne un peu, on est un peu mal à l'aise. On n'est tellement pas habitué de voir du gras abdominal dans les médias, à la télé, tout ça, qu'on ne veut pas trop voir notre ventre. Pourtant, c'est notre corps, c'est le corps humain. C'est la beauté de la chose et on devrait, je pense, le mesurer au moins une fois et savoir comment le faire. Maintenant, l'interprétation de la mesure. Alors, je vous donne ces interprétations-là, ces mesures-là. Elles peuvent changer selon l'âge, un peu selon l'origine ethnique, par exemple, mais pour faire simple, aujourd'hui, je vous le présente comme ça et c'est très, très près de ces données-là. Alors, vous le voyez, plus de 94 cm chez l'homme, il y a un risque accru pour la santé. Et lorsqu'on dépasse 102 cm, vous voyez, c'est un risque majeur pour la santé. Vous avez les équivalences pour le tour de taille chez la femme et à cela, vous ajoutez aussi votre IMC. Et là, il y a d'autres tables on pourrait vraiment le détailler beaucoup plus que ça, mais il y a d'autres tables aussi qui tiennent compte d'un IMC élevé et d'un tour de taille élevé, par exemple au-dessus de 88 cm pour les femmes. Et là, on a un risque vraiment accru pour la santé. Et ça, d'un point de vue individuel, ça a une valeur. On peut dire que quelqu'un ou une femme qui a un tour de taille qui excède 88 cm et qui est en situation, en calculant son IMC, qui est en situation d'obésité classe 3, il y a un risque pour sa santé, il y a un risque pour ses articulations. Et là, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, mais c'est de prendre conscience de l'importance du tissu adipeux. Et lorsqu'on dit seulement ça, on oublie aussi de dire que le tissu adipeux, je vous l'ai déjà dit, ça a aussi des bienfaits. Et en fait, c'est essentiel à la santé. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est mauvais du tissu adipeux de A à Z, mais l'excès de tissu adipeux, vous voyez les mesures-là, oui, ça peut entraîner des conséquences pour la santé. Alors, vous allez trouver plusieurs exercices, plusieurs conseils. Vous allez trouver aussi d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous présentent la graisse corporelle sous différents angles. Alors, si on a, par exemple, une obésité abdominale et on a un indice de masse corporelle très élevé, souvent ce qu'on s'est fait dire dans sa vie, parfois chez le bureau du médecin ou d'un professionnel de la santé, perd du poids. J'ai déjà entendu aussi des patients qui me disaient s'être fait dire que s'il ne perdait pas de poids, le professionnel de la santé devant lui ou elle pouvait rien faire pour lui. Je trouve que parfois on est un peu catégorique ou beaucoup catégorique. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'on a un surpoids et il y a beaucoup de personnes dans la société, et dépendamment du pays où vous habitez, la prévalence de l'obésité et du surpoids est différente, mais ici au Canada, on est près, ça dépend des provinces, tout ça, mais on est près de 70, 75, parfois plus de
personnes de la population qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Aux États-Unis, c'est encore plus élevé. Je ne sais pas quelles sont les données dans votre pays, mais c'est une réalité collective. Alors, il ne faut pas se culpabiliser, mais il faut au moins faire l'éloge du tissu adipeux et lorsqu'il est en excès, ces propriétés-là au tissu adipeux changent, il faut se le dire. Et comme je vous le disais, vous allez trouver aussi plein de vidéos sur ma chaîne. Comment perdre du poids, perdre du gras de la bonne façon, en s'aimant, en aimant son corps, en ne reniant pas non plus qui on est. C'est vraiment un vaste sujet. Vous allez aussi trouver sur ma chaîne des vidéos qui ont été faites avec Andréane Martin. Andréane vous donne aussi des conseils liés à la perte de poids et tout ce que ça découle. Il y a des nutritionnistes aussi qui disent qu'on ne devrait plus parler de perte de poids, mais d'apprendre à manger sainement, de réapprendre le goût des bons aliments. Alors, c'est un vaste sujet. J'y reviendrai, mais je voulais vous montrer comment on peut mesurer le gras de façon assez simple. Il y a plusieurs façons, mais je vous en ai montré 2 ou 3 et j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt. Shh.